On va enchaîner directement avec une deuxième intervention pour poser un peu le diagnostic, le constat de départ sur qu'est-ce que c'est que la viticulture méditerranéenne et les rendements viticoles dans les différents segments de marché. Et donc Hervé Hanin nous a rejoint à nouveau. Lui, pour le coup, il est chercheur dans l'UMR Moisa, à INRAE également, enseignant-chercheur aussi à l'Institut Agro. Et donc avec vous, Hervé, les rendements viticoles dans les différents segments de marché, situation, évolution en contexte de changement climatique. Et puis après, on regardera si on peut se projeter un peu géographiquement avec un essai d'analyse spatiale des déterminants en Languedoc. Merci Pierre. Oui, donc je vais essayer, au titre des éléments de cadrage de cette journée, et comme je l'évoquais, peut-être une meilleure perception de ce que peuvent être les spécificités des questions liées au rendement et donc à l'eau dans le secteur vitivinicole. D'abord en rappelant qu'effectivement il y a des spécificités des rendements dans le secteur viticole, que pendant longtemps, on était comme dans les autres secteurs agricoles, je pense, c'est qu'on cherchait à maximiser le rendement, on cherche à produire mieux sans doute, mais plus. Et ça, c'était vrai, en tout cas, jusqu'en 1907, d'abord parce que ce n'était pas facile d'atteindre des rendements. On avait des tas d'obstacles à ça, on peut bien l'imaginer, des années bonnes, des moins bonnes, puis des maladies, l'oïdium, le mildiou, et puis surtout le phylloxéra. Et jusqu'à 1907, tout ça, c'est l'année du grand traumatisme de la surproduction, à partir de laquelle, sans doute, on s'est mis à considérer très différemment le rendement, même de façon à peu près diamétralement opposée, c'est-à-dire que l'objectif n'était plus l'augmentation des rendements, mais la baisse et la maîtrise de ces rendements, qui sont devenus comme des leviers, finalement, essentiels dans la politique viticole, orientés vers la qualité. Alors on connaît bien ça, on parlait d'avant-poste méditerranéen, on connaît bien ça dans cette région, qui était traditionnellement une région de vin de table, et qui est devenue petit à petit une région, comme vous le savez, de vin de qualité, voire de grande qualité, avec un modèle de vin de terroir. Tout ça n'est pas fait par hasard, tout ça c'est fait à partir de finalement une partition de la politique viticole entre des vins de table d'un côté, et pour lesquels il fallait donc réguler les excès et les surproductions, donc il fallait être attentif à ne pas avoir des trop gros rendements, sinon ça aurait coûté cher à la collectivité, dans le statut viticole à partir de 1935. Et puis, à l'inverse, dans les vins de terroir, d'appellation, il fallait aussi extraire ces aspects de terroir. Et ça, ce n'est pas à 200 ou à 300 hectolitres à l'hectare qu'on peut extraire des aspects de terroir. Je parle sous le contrôle de Jean-Philippe Granier, que j'aperçois là-bas, et qui ne me contredira pas. On s'est orienté vers une politique de restriction de ces rendements pour garantir la qualité. En réalité, ce n'est pas exactement 1935, c'est plutôt vers 1955 que pour limiter les risques de fraude, on a inclus dans les cahiers des charges des appellations d'origine cette contrainte de rendement qui aujourd'hui est générale dans les appellations d'origine. Alors, on apprenait dans cette école il y a 40 ans que finalement c'était à peu près mathématique, à peu près automatique. On baissait le rendement et la qualité, elle arrivait, elle émergeait par elle-même. Puis il y avait un deuxième axiome, c'est comme quand on disait comme le vin est bon, il se vend. Donc ça a dispensé de toute réflexion marketing, mais depuis on a beaucoup progressé là-dessus, y compris dans la remise en cause et la remise en question de ces deux axiomes. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, cette politique de qualité s'est répandue. En France, on est à plus de 90%, suivant comment on compte avec le vin pour le cognac ou pas. On est à 93% globalement de vin à indication géographique, c'est-à-dire à appellation d'origine ou à IGP, de peu près pour les 20 pays, pour ceux qui ne connaissent pas très bien. Voilà. Et une petite portion de vin sans indication géographique. Et ça a des incidences très importantes, puisque, comme je vous le disais, finalement, les pouvoirs publics ont fixé en accord, et d'abord sur proposition des syndicats viticoles aussi, des limites qui sont très différentes suivant ces segments. Donc, les AOP, globalement, une petite moitié de la production française. Globalement, pour faire très simple, il y a autant de rendements objectifs, de rendements possibles, de rendements autorisés que d'appellations, c'est-à-dire plusieurs centaines, mais globalement, pour fixer les idées, c'est autour de 50 hectolitres à l'hectare que ça se passe, avec des grandes variations régionales, mais le gros de la troupe se trouve surtout vers entre 45 et 60 hectolitres à l'hectare.
et avec des exceptions, la Champagne qui se permet un peu plus, mais pour des raisons aussi d'élaboration de vins qui sont très particuliers, comme vous le savez, des vins qui sont effervescents, avec d'autres dynamiques de vinification. Les IGP, qui sont des vins soit de département, soit de région, soit de zone, ont un plafond de rendement beaucoup plus élevé, 120 hectolitres hectare, mais ils peuvent le réduire. Dans les vins de Pays d'Oc, on est plutôt autour de 90 hectolitres à l'hectare. Et les vins sans indication géographique, eux, ont un rendement assez libre. Mais vous voyez, je vous rappelle que c'est une petite proportion seulement de la production française. En réalité, si on avait plus de temps, on pourrait affiner. Vous imaginez bien que voilà, les professionnels, l'ensemble, et puis la raison veut que parfois, on s'adapte, on fait preuve de souplesse suivant les années quand même pour moduler. Alors on a un système très complexe comme on sait le faire en France, avec des revendications professionnelles et des ajustements administratifs entre des rendements butoirs, des rendements objectifs, des déplacements exceptionnels qui deviennent de moins en moins exceptionnels. On sait faire tout ça, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est ces trois grands volets. Qu'est-ce qui en découle aujourd'hui? Eh bien, du coup, une situation qui est tout à fait spécifique également, au sens où, pendant longtemps, eh bien, on arrivait très facilement, finalement, à atteindre ces rendements. Même souvent, on demandait à titre exceptionnel quelques dépassements, ce qui était toujours bon pour les revenus d'exploitation. Et depuis les années 2000, on voit que, on a du mal à atteindre les rendements qu'on s'était fixés dans les différents segments. Et ça, c'est vrai à peu près dans les trois segments. C'est-à-dire qu'en appellation d'origine, on a, dans toute l'appellation d'origine aujourd'hui, on a des années où on n'atteint pas. On n'atteint pas les rendements, et peut-être qu'on les atteint de moins en moins. Mais c'est vrai aussi dans les IGP. On a une étude en cours avec Interroc qui se pose exactement ces mêmes questions. Et puis, on peut dire aussi que dans les vins sans indication géographique, on a également, on le voit, cette courbe qui fait qu'on a des rendements qui sont décroissants. Également, sans doute pour des tas de raisons factorielles, mais dont on essaie d'éclairer les déterminants. Alors ça ne fait que renforcer la position un peu particulière qu'on a dans ce monde viticole, dans lequel tous nos voisins n'ont pas raisonné la qualité et le rapport au rendement de la même façon. On le voit bien. Si vous regardez ce graphique, on voit qu'on fait partie des pays, alors on n'est pas très étonné de se trouver dans le groupe des pays viticoles traditionnels, européens, traditionnellement viticoles, donc France, Espagne, Italie, Portugal. Mais on est avec des rendements qui tournent autour de 55 hectolitres à l'hectare, quand des voisins, si on peut dire, c'est une nuit d'avion, même si on n'a plus le droit de prendre l'avion, on peut quand même parfois aller en Afrique du Sud, où là on est sur des rendements moyens qui flirtent avec les 110, 120 hectolitres à l'hectare. Vous voyez bien que c'est des questions de compétitivité qui sont à ce moment-là totalement différentes. Donc vous voyez que la situation est très spécifique dans le monde viticole et qu'il convient de l'éclairer. D'abord, pourquoi des rendements si faibles quand dans le monde entier on a d'autres rendements, et puis surtout pourquoi cet écart au rendement objectif, et puis comment il évolue et comment on pourrait le corriger. C'est un peu la question qu'on s'est posée justement dans le cadre de cette étude avec Interroc, et on a essayé de regarder d'abord les situations différenciées. Sur ce graphique, vous voyez par exemple que si on regarde le Languedoc, ça a encore du sens de parler de Languedoc viticole. Je vous rappelle qu'il y a un conseil de bassin de Languedoc-Roussillon, donc c'est pas qu'on a oublié qu'il y avait une réforme administrative. Mais quand on regarde ce Languedoc-Roussillon, on voit d'abord une grande diversité de rendements pour des vins qui revendiquent l'IGP Pays d'Oc, et on a essayé de l'éclairer, de regarder comment on pouvait analyser ça sur le plan spatial. Alors, c'est toujours intéressant de voir comment on peut comprendre ça, cette variabilité spatiale. Alors, en réalité, je peux vous dire, on n'arrive pas vraiment bien à prédire les rendements. Mais on ne connaît pas encore les facteurs de rendement de la vigne, malgré... C'est très complexe. C'est très complexe. Ces rendements, ils dépendent d'une très grande quantité de facteurs, en plus des spécificités que j'évoquais tout à l'heure. Par rapport à la connaissance qu'on a dans les grandes cultures, par exemple, on connaît moins comparativement la vigne que la grande culture, du point de vue des facteurs de rendement ? Probablement. En tout cas, on essaie de l'éclairer, mais on n'est pas en tout cas au stade de la prédiction. On peut essayer d'expliquer une grande partie
de la moyenne interannuelle. En tout cas, ce qu'on a essayé de faire, les rendements de la commune dans cette étude qu'on a conduite donc, avec les collègues de l'UMR Apsis et l'UMR Innovation, et en particulier sous la direction de Hugo Fernandez-Mena pour ses aspects agronomiques et Christian Gary. Et on a essayé d'identifier donc des indicateurs, de sélectionner des indicateurs qui permettraient de caractériser le climat et le sol de ces communes de Languedoc pour essayer de comprendre finalement quel est le potentiel de rendement de chacune de ces zones. Et quand on regarde les indicateurs finalement les plus déterminants, on voit finalement, il y a des indicateurs qui nous paraissent moins déterminants, comme les nombres de jours chauds simplement, alors que le nombre de jours très chauds est, lui, très impactant. Et on a donc 4 indicateurs climatiques et 2 indicateurs pédologiques. Et j'attire votre attention sur le fait que, en plus pour les indicateurs climatiques, l'indice de Huglin, le nombre de jours très chauds et le nombre de jours de gel, il y a l'indice de sécheresse qui nous ramène bien sûr à notre sujet. Donc, c'est les précipitations moins l'évapotranspiration de la saison végétative de la vigne. Et puis, dans les indicateurs pédologiques, on a mis en évidence l'importance, effectivement, de la réserve utile des sols moyennes de la commune à côté du pH du sol. Alors, c'est toujours intéressant d'avoir ces références parce que ça nous permet d'avoir une segmentation peut-être plus pertinente de ce Languedoc en termes de potentiel de rendement, de le cartographier et finalement de mettre au regard de ça, donc on voit cette segmentation en 7 zones pédoclimatiques, et puis de voir les rendements réels dans ces différentes zones qui sont vu en clignant un peu les yeux, assez homogène en matière de potentiel de rendement. Hervé, qu'on comprenne bien, c'est la combinaison de ces 7 indicateurs qui vous a permis de déterminer ces 7 zones pédoclimatiques. Voilà, et de regarder comment, par exemple, dans certaines zones, on voit 2, 3, 4, la zone 2, 3, 4, on a des écarts au rendement qu'il va falloir expliquer, et puis on a parfois, dans des zones où, par ailleurs, la grande majorité des exploitations atteignent leur rendement, on en a qui ne l'atteignent pas, et ça nous permet de peut-être mieux comprendre justement ces facteurs-là. Et on a en tête que ces zones-là ne correspondent pas nécessairement au terroir des appellations. C'est ça, bien sûr. C'est ça le problème d'ailleurs. Voilà, c'est l'intérêt de pouvoir travailler ça sur l'ensemble de ce territoire, qui ont constitué aussi de zones mixtes. Donc voilà, donc en conclusion, quand même, ce que je voulais dire pour ces éléments de cadrage, c'est que les rendements viticoles, bien sûr, ils sont déterminants pour la qualité, on l'a compris, et pour la compétitivité, ce qui est important, c'est-à-dire ce croisement entre ces rendements et puis la valorisation que l'on peut en faire. Ils sont bien sûr complexes à étudier parce que, on le disait, sont sous dépendance très multifactorielle, mais aussi dépendant de choix stratégiques de déclaration qui peuvent varier d'une année sur l'autre, dans des catégories qui ne sont pas étanches. On peut classer dans une catégorie, puis l'année suivante dans une autre, ces mêmes parcelles, et puis doter de plafonds différents, vous l'avez compris maintenant. C'est la question de ces écarts au rendement objectif et l'augmentation tendancielle de ces écarts qui nous préoccupe, d'autant qu'elle commence à concerner tous les segments, je le répète, des appellations d'origine qui étaient à l'aise avec leur rendement objectif et qui n'arrivent plus à l'atteindre et qui n'arrivent parfois plus à atteindre le seuil de rentabilité. C'est là où ça pose vraiment des gros problèmes. Et se pose la question de la survie parfois de l'exploitation. Mais c'est vrai aussi dans des zones à indication géographique qui auraient besoin sans doute d'atteindre leurs 90 hectolitres et qui ont du mal à atteindre 80 et puis peut-être l'année prochaine 78, 75. Et pour lesquels c'est assez urgent de comprendre pourquoi et surtout d'identifier des leviers qui permettraient de corriger. Et puis c'est vrai aussi, je vous disais, quand l'Afrique du Sud est en compétition à 120 hecto-hectares, comment on peut être compétitif à 100 ? Et alors qu'on peut-être on souhaiterait aussi, sur certains segments, être compétitif à 120. Voilà. Donc les facteurs pédoclimatiques, en tout cas, est d'abord lié à l'eau, on l'a vu, et ensuite à la température, jouent un rôle très important de manière spatiale sur le rendement viticole, à l'échelle communale et régionale. Alors, on essaie d'affiner un peu, je vais présenter ces travaux qui sont assez récents, mais on va essayer d'analyser l'influence d'un bilan hydrique vraiment proprement calculé sur le rendement, incluant le remplissage de la réserve utile, ce qui est important, des sols, et la dynamique spatiale et temporelle, ce qu'on n'a pas encore fait jusqu'ici. Et puis on est en train aussi aujourd'hui d'analyser les pratiques agricoles au vignoble, ce qui est très important, pour mieux comprendre des écarts à ces rendements objectifs, puisqu'ils peuvent être effectivement très déterminants. Et parmi les pratiques viticoles, vous imaginez bien que la place de l'irrigation, qui nous retient beaucoup aujourd'hui, elle mérite une attention particulière. On voit bien que c'est un élément de réponse qui est encore souvent mal connu, on l'a dit,
qui est parfois, par contre, à l'inverse, représenté dans la filière comme un peu la panacée, voire en tout cas souvent la première réponse pour l'adaptation au changement climatique, mais ce qui n'est pas sans soulever un certain nombre de questions adjacentes. D'abord, est-ce qu'il s'agit de s'interroger sur l'association de cette réponse à d'autres pratiques qui rendraient cette irrigation encore plus efficiente ou mieux dosée, ou au contraire, au détriment de diverses pratiques alternatives, hein. Si on s'imagine que c'est la panacée, eh bien, qu'est-ce qu'on fait en pratique alternative, et notamment dans les vignobles, pour lesquels il n'y aura jamais d'accès à l'eau d'irrigation. C'est la grande question, en tout cas, c'est une des grandes questions qu'on peut se poser et sur lesquelles c'est bon de s'interroger aujourd'hui. Merci beaucoup Hervé, je pense qu'on peut l'applaudir pour cet exposé et notamment ces conclusions qui posent un certain nombre de questions qu'on va traiter tout au long de la journée.